Bien. Donc on va terminer sur l'implémentation de l'algorithme de K-Medoid avec Python, bien sûr. Donc on a déjà vu comment on a choisi l'étape 1, l'initialisation du nombre des médoïdes, k égale à 2. Donc on a pris k égale à 2 pour mieux voir l'exécution en Python. Puis, puisqu'on a deux médoïdes, donc on a deux clusters. Donc j'ai nommé les médoïdes M1, M2 et les clusters C1, C2. D'accord? Maintenant, pour pouvoir former les clusters, c'est-à-dire quel point il va joindre quel cluster, on a utilisé la métrique ou bien la mesure de similarité SV, qui est la distance euclidienne. Ok, on a vu qu'il y a plusieurs métriques, entre autres les distances, et parmi ces distances, j'ai utilisé la distance euclidienne. Ok, donc j'ai pris la formule pour calculer la distance entre M1 et entre M et O, c'est-à-dire les coordonnées de chaque point médoïde et chaque point non médoïde pour former mes clusters. Maintenant, quelle est la condition pour les former? L'étape 3, il faut premièrement, si la distance du médoïde M1 par exemple à tout point non médoïde, c'est-à-dire le point O est différent des médoïdes de M1 et M2. Si elle est inférieure, donc je prends, c'est-à-dire comme quoi ce point-là il est voisin à ce médoïde, c'est-à-dire à M1, donc il est plus proche de M1 que M2, alors je vais joindre le point O au médoïde M2. Sinon, dans le cas contraire, c'est-à-dire si la distance de M1 à O, du médoïde M1 au point non médoïde O, elle est supérieure, donc dans le sinon, donc elle est supérieure à la distance du médoïde M2 au point non médoïde O, c'est-à-dire dans notre cas, on a deux médoïdes. Dans le cas général, si on a plusieurs médoïdes, on va utiliser des boucles. Ça, c'est la règle générale. Comme exemple, je prends deux médoïdes dans mon cas. Donc, ici, si la distance elle est supérieure, ça veut dire que le point O, il est plus loin de M1 que M2, c'est-à-dire il est plus proche de M2 que M1, c'est-à-dire il est plus voisin de M2 que M1, donc on va, c'est-à-dire donc O est proche de M2 que M1, alors on va le faire joindre au cluster C2 qui contient le médoïde M2. Ok. Pour l'égalité, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, s'il y a l'égalité, donc ici on choisit aléatoirement l'un des deux clusters pour faire joindre c'est-à-dire le point à un des clusters, c'est-à-dire la distance elle est la même, donc il peut être intégré dans M1 ou bien dans C1 ou bien dans C2. Donc on fait un choix. Dans mon cas, c'est-à-dire j'ai pris l'égalité dans le cas de dm1o inférieur ou égal à dm2o, c'est-à-dire que le cas où le point il va rejoindre le cluster C1. Donc dans mon cas, je pose le point ici, dans la distance avec M1 et M2 elle est égale, je vais le poser ou bien le faire joindre au cluster C1. Ok, bien. Maintenant la troisième phase, c'est le changement de cluster. Donc ici, ça s'appelle en général la reclusterisation, c'est-à-dire on va créer de nouveaux ou bien générer de nouveaux clusters autres que le premier, parce qu'ici c'est la génération initiale, on va former les clusters initiaux, c'est-à-dire donc ici, c'est à ce niveau-là, dans cette étape-là, quand détermine la taille des clusters. Donc c'est selon le nombre de points qui vont être voisins pour chaque médoïde qu'il y aura la taille de chaque cluster. Donc ici, la taille, elle est différente, elle n'est pas la même. C'est selon le voisinage qui est déterminé avec la métrique ou bien la mesure, la distance euclidienne, c'est-à-dire le point qui est plus proche d'un médoïde que l'autre. Donc ici, on a, la taille ici, elle n'est pas similaire, elle n'est pas kiff-kiff, c'est selon la similarité. Ok, bien. Donc maintenant, la reclusterisation ou bien le changement des clusters, il y a plusieurs, c'est-à-dire pour de nombreuses raisons, le médoïde du cluster doit être remplacé selon le coût de l'échange. Parmi ces raisons-là, c'est-à-dire il y a plusieurs raisons c'est-à-dire pour pouvoir faire cette reclusterisation. On va tenter de choisir un nouveau médoïde et de voir si on obtient des clusters meilleurs. Donc parmi ces raisons-là, c'est le fait d'optimiser le choix des clusters. Donc c'est le fait d'optimiser le choix des clusters. Que veut dire le choix des clusters, des meilleurs clusters? C'est des clusters, on l'a déjà mentionné dans d'autres vidéos. Quelle est la meilleure clusterisation ou bien le choix des meilleurs clusters? Ou bien un clustering de bonne qualité. Donc un clustering de bonne qualité, c'est une méthode de bonne qualité, une méthode de clustering ou bien de regroupement de bonne qualité permet de garantir une grande similarité intra-groupe
Donc dans un même groupe, on voudrait avoir des voisins qui ont des mêmes caractéristiques. Donc dans notre cas, avoir les points les plus voisins. Et enlever les points qui sont loin du médouide. Bien sûr, grâce à la métrique ou bien à la SV, la similarité value, c'est-à-dire la valeur de similarité qui va nous dire quel point il est plus voisin d'un médouide d'un autre. Le deuxième point pour déterminer la bonne qualité du clustering, c'est une faible similarité intergroupe. Donc les clusters, ils doivent être différents, indépendants. Donc on voudrait générer la différence entre les clusters et la similarité dans le même cluster. Augmenter la similarité dans un même cluster, donc une grande similarité, et diminuer la similarité entre les clusters. Donc avoir une grande différence entre les clusters et une similarité grande, c'est-à-dire une grande différence entre les clusters et une grande similarité dans le même cluster. Donc c'est ça, c'est-à-dire si on voudrait faire revenir ça à notre problème, donc bien sûr c'est selon le problème qu'on traite, c'est avoir des éléments, on voudrait dans chaque cluster avoir des éléments de même caractéristiques. Ok? Et entre les clusters, chaque cluster il n'a pas de points en commun avec les autres clusters. Et c'est ça la notion de clustering, ou bien en génie logiciel, comme j'ai déjà mentionné, la modularité. Donc ces clusters-là, cette indifférence-là, entre les clusters et la similarité dans un même cluster va augmenter la qualité de la gestion des clusters et bien sûr de cette division, parce que notre but c'est diviser pour régner. On voudrait diviser nos données en des clusters pour pouvoir mieux gérer ces données. Ok, donc c'est toujours le principe de diviser pour régner, ou bien je préfère dire diviser pour faciliter le travail. J'aime pas ce proverbe diviser pour régner parce qu'en général dans l'histoire il était lié à, c'est-à-dire au colonialisme, l'istimar, qu'elle استخدمت السياسة تفرق تسود. Donc je préfère changer le proverbe dans mon cas ici parce que je suis dans un concept technologique, c'est un concept qui n'aime pas la violence, qui n'aime pas les guerres. Donc je préfère utiliser diviser pour faciliter le travail, ok, et pour rendre la vie belle. Entre parenthèses. Très bien. Donc je termine mon explication sur l'étape 3. Une fois qu'on a fixé la taille ou bien les points de chaque, on a fait joindre chaque point non médouide à un cluster. Donc on a déterminé les clusters, on a formé les clusters avec leurs médouides et avec leurs points. Maintenant on va changer le cluster, la reclusterisation. Ok. Donc comme j'ai déjà dit, je le relis, je vais relire c'est-à-dire les phrases. C'est toujours bien de toujours bien expliquer et revoir ces notions-là, parce que pour comprendre bien cet algorithme et le principe de l'algorithme. Donc pour de nombreuses raisons, le médouide du cluster doit être remplacé selon le coût de l'échange. Parmi ces raisons, c'est d'optimiser le choix des clusters et avoir de clusters de bonne qualité, ou bien faire un clustering de bonne qualité. Donc on a vu comment déterminer cette qualité. Chaque cluster contient les points les plus proches, les plus voisins, c'est-à-dire les voisins proches, donc moins de dissemblances, c'est-à-dire moins de différences et plus de similarité. Donc une grande similarité dans un même cluster. Très bien. Ainsi, on fait des substitutions, ou bien des changements, ou bien des échanges pour trouver le meilleur objet substituant, c'est-à-dire qui va remplacer le médouide courant. Donc, parmi les points non médouides qui existent, on va essayer de choisir un médouide et on va bien sûr recalculer la similarité pour voir si on peut déterminer des clusters de meilleure qualité. Donc, le remplacement du médouide courant avec un autre médouide, bien sûr, il doit être avec un coût minimum. Donc, c'est-à-dire on voudrait changer le médouide pour changer le cluster, mais il faut respecter la règle, c'est-à-dire de l'optimisation. Il faut qu'on minimise le coût. On ne va pas faire ce changement-là avec un coût maximum. Si le coût il est maximum, ça veut dire que cette reclusterisation, elle n'est pas utile. Donc le remplacement du médouide courant avec un autre médouide doit être avec un coût, c'est-à-dire minimum, qui va déclencher une reclusterisation. Donc les nouveaux clusters avec de nouveaux médouides. C'est ça la reclusterisation, c'est avoir de nouveaux clusters avec de nouveaux médouides et bien sûr un coût minimum. Donc c'est bien, on est en train de minimiser le coût de la reclusterisation, c'est-à-dire on va avoir de nouveaux clusters mais avec un coût minimum. Maintenant la question qui se pose, comment déterminer ce coût pour dire si la reclusterisation elle est déclenchée ou non? C'est la somme des distances entre le médouide et ses points voisins.
de chaque médoïde et ses points voisins. Donc dans notre cas, on a deux médoïdes. Donc c'est la somme des distances M1 au I, avec I, c'est le nombre de points non médoïdes de M1 qui sont contenus dans le cluster C1 normalement ici, plus la somme des distances de M2 au J. Au J, le J ici, c'est quoi? C'est le nombre de points non médoïdes de M2. Il vaut mieux dire de C1, les clusters. Donc ici, le I, c'est le nombre de points non